Peut-être que le véritable problème qui se pose à tous, et pas seulement aux scientifiques, c'est bien de savoir faire la part entre un discours pseudo-scientifique, qui a la forme de la science, qui fait le bruit de la science en quelque sorte, mais qui ne relève pas de la science. Plus on connaît de choses, plus on mesure aussi l'étendue de ce que l'on ne connaît pas, une étendue qui est évidemment par nature indéterminée. Ça me fait bizarre de te voir avec des feuilles. Ouais, j'ai pris quelques feuilles parce que avec la science, il faut être un peu scientifique, quoi. Et je voudrais pas que mon improvisation me lance dans ce que je vais dénoncer, c'est-à-dire un propos pseudo-scientifique. Bah justement, à propos de la science, du coup, l'idée c'est d'introduire ce thème pour les futurs élèves en Cagne, donc programme AL notamment. Et ce thème, la science, a priori, ça peut paraître particulier pour des étudiants qui ne sont pas scientifiques de base. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ce thème à proprement parler? Est-ce que tu penses que c'est un thème qui est compliqué, un thème qui est plutôt abordable? Alors, c'est un thème qui est extrêmement compliqué puisque il nous invite à entrer dans des analyses qui supposent un socle mathématique, une connaissance physique assez fine. Donc je pense que le piège, ce serait de prétendre être scientifique quand on doit engager une réflexion sur la science. Donc la science, objet d'une réflexion générale et plutôt philosophique, ne signifie pas qu'on soit assigné à s'autoriser d'une formation scientifique qui serait évidemment une prétention totalement vaine. Bon, donc alors, oui, ça peut être très compliqué. Ça demeure de toute façon compliqué, mais selon une autre complexité qui est celle de la réflexion philosophique de ce qu'on a appelé la philosophie des sciences ou l'épistémologie. En quoi une science est-elle une science? Et en quoi un discours qui est parfaitement cohérent dans sa forme, qui prétend être scientifique, ne l'est-il pas? Donc c'est vraiment la question fondamentale, question proprement philosophique, puisque une question philosophique, elle consiste bien à débusquer les imposteurs, et ce, depuis les Grecs, hein. Ulysse revient à Ithaque pour débusquer les imposteurs qui tourne autour de son épouse. Socrate ne cesse de débusquer les pseudo-philosophes, les imposteurs que sont les sophistes. Bref, la lutte contre l'imposture, c'est le propre de ce sport de combat qu'est la philosophie. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre philosophie et science, ne serait-ce que dans cette pugnacité qui consiste à démasquer, démystifier les faux discours, les discours faussement philosophiques, comme les discours faussement scientifiques. Et je pense qu'on pourra aborder la science selon cette vertu discriminante qui est la sienne, avant de nous apprendre des choses sur le monde, ou tout en nous apprenant des choses sur le monde. La science nous apprend aussi, ne serait-ce que par sa probité propre, par la méthode dont elle s'autorise, elle nous apprend à ne pas confondre science et pseudo-science. Elle nous apprend finalement à dénoncer les imposteurs et à démystifier toutes les formes de mythes qui fleurissent aujourd'hui sous le beau terme péjoratif de complotisme. Donc je pense que c'est aussi une manière d'aborder la science comme un sport de combat analogue à celui que constitue la philosophie. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous as parlé de la science et de la philosophie, et on a aujourd'hui presque l'impression que ce sont deux thématiques très opposées, alors qu'en réalité, on a vu beaucoup de scientifiques être philosophes pendant de très nombreux siècles. Est-ce que peut-être il y a une volonté à travers ce thème de relier un peu justement philosophie et science, tu penses ? Oui, parce que, comme tu l'as rappelé, c'est vraiment la tradition la plus ancienne. Le philosophe, Philosophia, aimé la sagesse, c'est un scientifique, au sens où il possède un savoir vrai. Enfin, possède. En tout cas, il aime le savoir vrai et il ne cesse de partir à la recherche de celui-ci. Et peut-être que le philosophe, au sens le plus classique, celui qui tend vers ce qu'il aime, c'est-à-dire la sagesse, la vérité, est le socle même du scientifique, puisque je pense que le véritable scientifique, c'est celui qui ne prétend pas
connaître la vérité, mais celui qui ne cesse d'être à la recherche d'une validité de discours, d'une cohérence, d'une vérifiabilité de son discours. Il sait très bien que la vérité est comme un horizon. Et je rappelle que l'horizon, c'est une ligne imaginaire qui recule à mesure qu'on s'en approche. Donc la science a abandonné la notion de vérité pour la laisser à la philosophie ou à la religion, mais elle tient à la validité, donc à la cohérence interne de son discours, et surtout à la vertu du discours philosophique qui est de pouvoir prédire des phénomènes, pas seulement de les expliquer, pas seulement de les confirmer, mais vraiment de les prédire. Donc il y a une prédictibilité de la science qui est aussi ce qui la distingue de pas mal d'autres discours qui prétendent être des discours de savoir, mais qui en réalité ne sont que des discours de mystification. Bon, donc oui, il y a un socle vraiment commun, il y a une espèce d'intimité d'ADN entre philosophie et science. Bon, alors évidemment, les deux se sont séparés à mesure que la science s'est spécialisée. À partir du XVIIe siècle, la science est devenue physico-mathématique, le socle mathématique, qui lui-même s'est de plus en plus spécialisé. Ce qu'on apprend en mathématiques à l'école aujourd'hui, ce sont les mathématiques d'avant 1930, mais bon, après, c'est beaucoup plus complexe. Donc évidemment, c'est une affaire d'experts, et la science devient effectivement une affaire d'experts dont les philosophes sont de plus en plus séparés, se tiennent un peu en retrait, assez prudemment, et lorsqu'ils s'aventurent dans le domaine des sciences, c'est parfois de manière assez malencontreuse, puisqu'ils investissent des concepts scientifiques qu'ils ne maîtrisent pas vraiment, ils s'en servent selon un raisonnement analogique. Bon, et là, le démon de l'analogie les gagne, et les philosophes commencent à dire de grosses bêtises en s'appuyant sur des concepts qu'ils manient avec pas mal de contresens. Ça a été dénoncé en son temps. Bon, je pense que les philosophes doivent être assez prudents, et je pense que ils devraient s'en tenir alors à cette réflexion générale, logique et conceptuelle, à propos de ce par quoi une science est une science. Donc, je pense qu'on devrait se limiter à l'épistémologie, donc à la question de la scientificité d'un discours. Parce que, encore une fois, peut-être que le véritable problème qui se pose à tous, et pas seulement aux scientifiques, c'est bien de savoir faire la part entre un discours pseudo-scientifique, qui a la forme de la science, qui fait le bruit de la science en quelque sorte, mais qui ne relève pas de la science. Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, avec ce premier échange, déjà, on a ouvert un peu le sujet de la science vise-t-elle la vérité ? Et donc, du coup, tu as plutôt introduit la validité que la vérité. Ce qui nous amène aussi à une question. On voit, par exemple, au XVIe et XVIIe siècle, Copernic, Galilée, Newton, qui ont un peu remis en question les principes et les croyances de leur époque, pour venir amener par exemple un monde héliocentrique, etc. Donc on voit que la science déjà, elle avait une portée aussi de remise en question pour aller finalement chercher quelque chose de peut-être plus rationnel, peut-être plus réel. Je ne sais pas si on peut introduire la notion de réalité ici, mais globalement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Vous êtes en prépa L, vous souhaitez être accompagné par Mission Prépa jusqu'aux portes de l'ENS. Rendez-vous en description pour en savoir plus sur nos programmes, cours particuliers, prépa digital annuel. On vous accompagne avec des profs qui sont actuellement à l'ENS ou alors des profs agrégés de prépa comme Jean-Marc dans cette vidéo. Oui, alors tu soulignes cette vertu, pour ainsi dire, philosophique de la science, qui est d'être fondamentalement critique. Qu'on soit aujourd'hui que toute science n'est que, toute constitution de discours scientifique n'est que le résultat de la critique des théories précédentes. Il y a une discontinuité dans le parcours de l'histoire des idées scientifiques. Cette discontinuité, elle se fait par correction. On corrige ce qui a précédé et ce qui en ressort est lui-même à nouveau à corriger. Donc cette discontinuité, elle a été introduite en philosophie, entre autres par Gaston Bachelard. Cette discontinuité, elle est le fait même de cette vertu critique de la science. Critique de ce qui n'est pas la science, mais aussi critique de ce qui est scientifique, mais qui manque peut-être de validité ou ce qui a été infirmé par l'expérience.
une expérience peut très bien ruiner totalement une théorie. Une seule expérience suffit à ruiner une théorie, c'est peut-être ce qu'on va voir tout à l'heure, mais en tout cas, effectivement, le propre du scientifique, c'est d'accepter que les théories qui l'ont précédé, aussi classiques soient-elles, ne sont pas indéboulonnables. Donc il s'agit aussi de ne pas ériger des idoles scientifiques. Et lorsque celles-ci sont érigées, le devoir du scientifique, c'est peut-être de déboulonner les idoles. Il y a une espèce de cancel culture de la science. Mais pour le coup, cette cancel culture scientifique, elle est proprement scientifique. Elle est indissociable de l'esprit même de la science. Bon, donc en cela, effectivement, la critique est bien le fil conducteur, le véritable ressort de toute pensée scientifique. Ok, mais à partir de ce moment-là, si la critique, c'est un peu la ligne directrice de la science, on va dire, est-ce qu'on peut dire que la science est neutre ? Alors, elle devrait être neutre, et il faudra ici s'entendre sur cette neutralité. Neutre d'une part parce que le scientifique doit tenir un discours de raison, ce qui exclut alors toute forme de passion. Il doit savoir lutter contre ses propres opinions, il doit savoir lutter contre son propre imaginaire, contre les idées reçues qui ont structuré sa culture et sa pensée. Donc en cela, effectivement, il devrait neutraliser tout ce qui l'a constitué sans qu'il ait pu vraiment vérifier ou valider ce qui l'a constitué. Ce qui l'a constitué par immersion. Nous avons tous une pensée qui est structurée selon les règles du langage, les règles du discours, bref, dans tout ce dans quoi nous avons été immergés, il y aurait en quelque sorte comme une espèce de structure inconsciente de la pensée qui nous fait penser dans un certain sens à notre insu. Donc il est évident que neutraliser tout cela est un effort constant. Donc effectivement, la science doit être neutre à l'égard de tous ces apports, de tous ces infiltrats qui relèvent parfois des fondements, des piliers de notre culture, de nos croyances d'enfance, bref, de tout ce que l'on classe dans le registre de l'opinion. Mais elle doit être neutre également, de manière plus précise encore, à l'égard de tout infiltrat idéologique. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que comment concevoir, élaborer un discours sans que celui-ci ne soit empreint d'une manière ou d'une autre par un certain nombre de structures politiques, par exemple. Si je suis philosophiquement du côté du matérialisme, il est évident que ma pensée scientifique en portera d'une manière ou d'une autre quelques traces. Et là aussi, je devrais débusquer ces traces, peut-être pour les neutraliser et pour revenir à la raison contre ce qui relèverait d'une certaine idéologie, même si celle-ci a sa cohérence et sa propre validité. De manière peut-être plus précise et encore plus redoutable, la science doit être neutre à l'égard des instances de pouvoir avec lesquelles elle est parfois amenée à frayer. Il y a malheureusement des accointances nécessaires entre les scientifiques et ceux qui financeront leurs recherches. Il y a des accointances ou des liaisons dangereuses entre les scientifiques et des commanditaires de recherche, des concepteurs de programmes de recherche qui, eux, ont derrière la tête un projet de société, un projet économique. Il est évident que la science peut alors être aliénée au projet de ces investisseurs, sans lesquels la science ne pourrait pas se développer parce qu'elle a de plus en plus besoin d'un cadre expérimental extrêmement onéreux. Donc on ne peut pas se passer de ces investisseurs. Est-ce qu'on en dépend ? Alors on en dépend matériellement,
jusqu'à quel point cette dépendance matérielle ne vient pas subrepticement se convertir en une dépendance idéologique. Est-ce qu'on ne pactise pas avec un projet pour lequel on n'avait pas signé au départ, et ce, encore une fois, peut-être à son insu. Donc là encore, on retrouve l'esprit de la science qui est de débusquer les idéologies, les opinions, bref, tout ce qui vient s'immiscer et aliéner le travail de la raison d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui relève, comme je le disais au départ, de l'imposture. Et on retrouve ici la posture du philosophe grec. Chasser l'imposteur, identifier l'imposteur et le chasser de ce qui n'est pas un temple, mais ce qui est la raison, c'est-à-dire au moins l'honnêteté intellectuelle. Bon, donc, en ce sens, oui, elle doit être neutre. La question, c'est peut-elle être vraiment neutre? Alors, on vient de voir à quel point c'était difficile, à quel point c'était pragmatiquement difficile, parce que pour réussir, la science a besoin aussi d'investisseurs, de capitaux, dont on ne connaît pas toujours l'origine, et surtout dont on ne connaît pas les véritables projets qui animent ces investisseurs. Bon, donc la science n'a pas cessé de combattre, et la fin du combat n'est pas pour demain. Donc la science est vraiment un sport de combat en ce sens. Ok. Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que du coup, on voit qu'il peut peut-être y avoir aussi une méfiance vis-à-vis de la science. À partir du moment où on se dit qu'il y a peut-être des financements derrière, on peut remettre en question aussi la science. Et du coup, ça m'amène aussi à la question suivante, c'est que on voit peut-être aujourd'hui dans nos sociétés de plus en plus de personnes qui se fient plus à l'expérience personnelle, un peu une forme de relativisme absolu qui consiste à dire je le vis, donc c'est vrai, plutôt qu'à la science. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la science a peut-être perdu de sa splendeur ? Oui, alors on vit un paradoxe par nature très étonnant, puisque nous constatons d'une part que des discours de plus en plus virulents s'élaborent contre la science qui est visée comme une espèce de discours officiel qui devrait rendre compte de ses assises politiques, qui devrait remettre en question son autorité, comme si tout cela était conventionnel, voire conformiste, institutionnel. Et aujourd'hui, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est officiel, est soupçonné de relever d'une autorité qui ne dit pas son nom et qui étendrait son pouvoir de manière plus ou moins secrète. Bref, on est en plein complotisme. Alors tout à l'heure, lorsque tu m'as posé la question sur la neutralité de la science et que j'ai dit que de manière assez redoutable, la science devrait effectivement être neutre, c'est-à-dire neutraliser les infiltrats idéologiques des investisseurs dont elle dépend d'une manière ou d'une autre. On en a eu une illustration avec le soupçon généralisé à propos des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins, qui investissent dans la santé à travers les médicaments. Et on sait que certaines maladies sont négligées parce que leur traitement pharmaceutique n'est pas rentable. Bon, tout cela permet de mettre au jour de multiples scandales sanitaires, philosophiques et politiques, voire éthiques. Mais lorsqu'on soupçonne un laboratoire pharmaceutique de vouloir s'enrichir en fabriquant un vaccin, par exemple, ce soupçon n'est pas totalement délirant. Et c'est peut-être aussi une forme de vigueur intellectuelle que de savoir mettre en doute ce qui relève d'une puissance à la fois scientifique, technique, économique, et qui est auréolée par la mission de santé publique. Donc, loin de moi l'idée de fustiger le doute, c'est une pratique fondamentale de toute pensée rationnelle, mais lorsque le doute subrepticement devient le moteur d'un complotisme, c'est-à-dire de l'élaboration d'un véritable
système de convergence d'intérêts délictueux, malveillants, etc. Bon, là, on est effectivement à la limite d'un délire qui a la forme de la rationalité, mais c'est précisément ce qu'on appelle le complotisme. Donc on voit ici que la frontière est assez poreuse entre le doute, qui est l'expression même de l'honnêteté et de l'exigence intellectuelle, et le complotisme, qui serait au contraire le fait d'une pensée qui se sert de la forme de la raison pour aller à l'encontre de la raison. Tout cela est assez difficile, et c'est bien le paradoxe que nous vivons. Nous sommes à une époque où la liberté d'expression se caractérise bien souvent par une incrédulité affirmée de manière virulente. Je n'y crois pas, tout le monde nous trompe, tous pourris, etc. Et d'un autre côté, en même temps, cette incrédulité donne lieu à une crédulité assez stupéfiante. On est capable de croire à n'importe quoi, pourvu que cela n'ait pas été validé par quelque canal officiel. À partir du moment où une parole n'a pas été véhiculée par les organes de presse, dire officiels, mais les organes de presse traditionnels ou conventionnels, eh bien cette information passe pour vraie, parce que si les médias d'autorité ne nous en ont pas parlé, c'est précisément parce que c'est vrai et qu'on a voulu nous le cacher. Et là commence à se tisser alors un discours complotiste qui est l'expression d'une crédulité, puisqu'on ne va jamais vérifier cette vérité qui n'est vraie que parce qu'elle aurait été intentionnellement cachée par des autorités. On ne va jamais la vérifier, donc on est dans la crédulité, mais c'est une crédulité qui se donne l'auréole, voire l'épée du combattant libérateur de l'incrédulité. Plus je doute du discours scientifique, au nom d'un discours qui serait vrai parce que caché, plus je sombre dans la crédulité. Et là, on est vraiment dans un paradoxe très contemporain. Alors je dis contemporain parce que ce paradoxe prend évidemment une vigueur et une ampleur considérable du fait de la caisse de résonance que lui offre le discours interconnecté à travers de multiples réseaux. La caisse de résonance, aujourd'hui, on ne peut pas en connaître la limite, si bien que la bêtise qui était limitée à son espace de parole autrefois, aujourd'hui, a un espace de parole et donc d'audition quasiment illimité. Bon, tout cela se révèle assez inquiétant quand même pour l'époque que nous vivons. Donc effectivement, la question de la neutralité, elle est cruciale. Maintenant, la question de la neutralité, comme on vient de le voir, paradoxalement, c'est aussi la porte d'entrée vers une crédulité pseudo-scientifique, voire complotiste, sous couvert d'incrédulité critique. Bon, là, on est au cœur du problème. Il y a un discours pseudo-scientifique qui devient de plus en plus vigoureux et relayé. Que peut faire la science face à ceux qui sont persuadés que les reptiliens sont omniprésents parmi nous, que la Terre est plate, que les laboratoires pharmaceutiques sont des instances capitalistes sans foi ni loi qui, sous prétexte de nous soigner, veulent manipuler notre santé. Que vais-je dire à l'ami qui ne sort pas de chez lui sans avoir lu son horoscope? Que vais-je dire à la personne qui va consulter des voyantes, des médiums, et qui détermine son existence en fonction de ce qui a été dit dans le secret feutré, mystérieux et spiritiste du cabinet de voyance? Quel discours peut être approprié à ce type de comportement? Est-ce qu'un discours scientifique peut effectivement contrer un discours pseudo-scientifique? C'est pas sûr du tout, parce que celui qui est dans le complotisme, si je lui oppose un discours scientifique, il aura beau jeu de me dire que ce discours scientifique, il est totalement idéologique, il est au service des intérêts des classes dominantes, il est au service
d'une politique internationale qui secrètement dirige le monde à notre insu, etc., etc. Bon, bref, le propre du discours pseudo-scientifique, et à plus forte raison du discours complotiste, c'est qu'il se ravive lui-même, il se régénère lui-même, il se sert de la critique qu'on lui oppose pour gagner davantage de force. Et c'est ce que certains épistémologues ont dénoncé. Je pense à ce célèbre philosophe des sciences qui était Karl Popper, un Autrichien du XXe siècle, qui, au début du XXe siècle, a assisté à l'émergence de toutes ces disciplines non conventionnelles, à commencer par la psychanalyse. Il a participé également à l'émergence en Europe des mouvements marxistes, et il a bien repéré que ces deux types de discours étaient extrêmement cohérents, avaient une véritable profondeur explicative, et néanmoins, ce n'étaient pas des discours scientifiques. Et pour preuve, disait Popper, c'est que ces discours-là ne peuvent pas avoir tort. Et le propre du complot... Alors, je ne dis pas que la psychanalyse et le marxisme sont complotistes, hein, entendons-nous bien, mais je dis simplement que ce sont des discours qui ont toute la forme de la cohérence et qui ont une cohérence réelle, mais qui ne sont pas scientifiques. Et précisément, quand on leur oppose une critique, qu'advient-il de ces discours ? Ils récupèrent la critique pour en faire un argument en faveur de leur théorie. Par exemple, si je critique telle théorie psychanalytique, que me répond le tenant de cette théorie ? Il me dira que je critique la théorie précisément parce que j'en ai peur. Et pourquoi en ai-je peur ? Eh bien, justement, parce que je fais moi-même l'objet diagnostiqué de cette théorie. Je récuse la théorie parce que celle-ci, effectivement, vient pointer ce qui m'affecte et j'exprime alors, je manifeste alors un déni à l'égard de ce qui m'affecte à travers la critique de cette théorie. Si je critique la théorie, c'est la preuve que cette théorie est forte et vraie. Même chose pour le marxisme. Si je critique le marxisme, que me dira le bon marxiste J'en ai connu plus d'un, donc j'ai peut-être fait partie, mais le bon marxiste dira que toute critique du marxisme, est émise depuis une position dominante. Autrement dit, cette critique est la preuve que le socle du marxisme, c'est-à-dire la théorie de la lutte des classes, est vrai. Bref, la critique vient prouver la vérité de ce qu'elle critique. Tous ces discours fonctionnent comme ça, disait Popper. Bon, et il était bien placé, puisqu'il avait travaillé avec le célèbre psychanalyste Alfred Adler, disciple de Freud. Alfred Adler était un psychanalyste socialiste ou marxiste, qui avait fondé une école pour enfants inadaptés dans laquelle Karl Popper, avant d'être l'éminent épistémologue qu'on connaît, avait participé. Et là, il s'était rendu compte de la technique de Adler, une technique qui ruinait la scientificité de son discours. Adler s'appuyait sur le complexe d'infériorité et il expliquait absolument tout avec ça. Il ne tenait pas compte des faits. Aucune expérience ne pouvait venir infirmer son discours. Il tordait les faits sous la lumière de son principe explicatif qui était celui du complexe d'infériorité. Et là, Popper a quand même mesuré quel était le caractère abusivement systémique du discours psychanalytique d'Alfred Adler. Il a montré alors que oui, il y a une réelle cohérence, mais cette cohérence n'est pas l'indice suffisant de la scientificité de ce discours. Alors, peut-être que la psychanalyse deviendra progressivement une science. Peut-être que le marxisme deviendra une véritable science. Mais, pour l'instant, aucune de ces deux disciplines, aucun de ces deux discours n'est scientifique, selon Popper. Et encore une fois, Popper ne ruine pas la cohérence, la pertinence de la psychanalyse ni du marxisme. Simplement, il dit que ce ne sont pas des sciences. Et en tout cas, ces deux discours qui ne sont pas scientifiques mais qui sont cohérents nous montrent quand même, dans le traitement qu'ils font des critiques qui leur sont adressées, comment fonctionne un discours pseudo-scientifique.
et à la limite un discours complotiste. Ok, bah écoute, super de ce point de vue-là. Je vais revenir sur une question que tu as évoquée tout à l'heure, qui m'intéresse beaucoup. Tu as parlé aussi finalement de l'existence un petit peu. Et à ce niveau-là, peut-être que la science, son objectif initial, c'était quand même la compréhension de l'homme et du monde qui l'entoure, et donc justement un peu de l'existence de l'homme. Et peut-être qu'à mesure aussi que la science a ramené un peu la petitesse de l'homme face à cette infinité grande que l'on connaît, qu'est l'univers, peut-être que c'est aussi ce qui a poussé l'homme à s'en détacher. Peut-être qu'il s'attendait aussi à ce que les sciences valident l'importance de l'homme, et peut-être qu'au contraire, elle a rappelé à quel point il était infiniment petit dans ce monde infiniment grand. Et donc, est-ce que tu ne penses pas que toutes ces émergences de nouvelles, on va dire, de nouveaux complots ou de remise en question de la science ne viennent pas aussi de ce point-là ? Alors oui, c'est malheureusement très juste. On connaît la formule de l'Ecclésiaste, qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Et pour cause, et nombre de philosophes l'ont souligné, plus on connaît de choses, plus on mesure aussi l'étendue de ce que l'on ne connaît pas, une étendue qui est évidemment par nature indéterminée. Et plus on connaît de choses, plus on est aussi engagé à agir en fonction de ce que l'on connaît, et tout cela effectivement ne peut qu'engendrer l'angoisse de la responsabilité. Je suis responsable de ce que je sais, responsable de sa diffusion, responsable des actions menées au nom de ce que l'on connaît. Donc effectivement, la science engendre une certaine intranquillité. Et il y a eu peut-être un basculement, même si tout ça est un peu galvaudé. Mais si on prend le point de vue de la littérature du 19e siècle, c'est-à-dire de l'époque où la science connaît un essor absolument considérable, et on a l'impression que le siècle à venir sera scientifique et promis à l'avenir radieux que l'explication scientifique, que les prouesses de la science peuvent promettre. Et on est quasiment dans une forme de crédulité naïve qu'on a appelée le scientisme. Croire que la science pourra résoudre tous les problèmes de l'homme. Ça a été assez caractéristique, en tout cas, d'une partie de la littérature du 19e siècle. Et je pense entre autres à Zola, qui voyait dans la science, en particulier dans la médecine, l'horizon d'un avenir, sinon radieux, au moins considérablement amélioré. Bon, et puis, un basculement historique a eu lieu, on pourrait dire, alors peut-être de manière un peu trop facile, mais que la guerre de 14, la tragique boucherie de 14, a sonné le glas de cet espoir scientiste. On s'est rendu compte que les essors de la science et des techniques qui allaient avec n'avaient pas pu empêcher, mais au contraire avaient accentué le caractère massif de cette industrie de la mort qu'était cette guerre, cette déflagration mondiale. Bon, à partir de là, sans doute que d'un point de vue existentiel, la science est restée un ressort d'inquiétude, mais n'a plus été un ressort d'espoir, de rêve d'un avenir radieux. En revanche, effectivement, les responsabilités que la science nous impose d'une certaine manière, elles sont restées. L'univers est grand, mais nous nous rendons compte aussi, là encore avec la science, de la fragilité des écosystèmes, de la fragilité de l'échelle à laquelle nous habitons l'univers, parce que finalement, le monde habité, ce n'est pas l'univers. Et ce monde habité, la science nous montre à quel point il est aussi en voie de dévastation. Le concept d'entropie, c'est-à-dire de dégradation tendancielle de l'énergie, et plus largement de dégradation pouvant mener vers le chaos, ce concept d'entropie naît d'ailleurs au XIXe siècle, et on voit que l'espoir d'un avenir radieux garanti par la science était déjà un peu mitigé par cette idée de l'entropie. Eh bien tout cela fait que nous sommes de plus en plus inquiets à mesure que notre connaissance croît et se précise à l'égard du monde dans lequel nous vivons.
de la fragilité de ce monde et de la dévastation dont il fait l'objet. Bon là, effectivement, la question de la finitude, elle ne s'est jamais posée de manière aussi tragique et pressante qu'aujourd'hui. Donc effectivement, oui, la science nous rappelle à ce que nous sommes, c'est-à-dire à notre propre limite. Maintenant, la science nous apprend aussi que l'univers n'est peut-être pas infini et immortel, mais en tout cas, l'univers est en extension. Et nous sommes à la fois dans une connaissance de plus en plus précise et dans la conscience d'une ignorance qui est... en tout cas aujourd'hui, évidemment, incommensurable. Mais c'est le propre de l'ignorance que de ne pas pouvoir connaître ses propres limites. Bon, donc oui, la science a bien ici un rôle existentiel. On ne peut pas se penser de la même manière dès lors que la science nous pose un certain nombre de limites et en tout cas pointe la fragilité du monde dans lequel nous croyons être... tranquillement, naturellement et éternellement immergé. Et du coup, forcément, la question qui se pose après, c'est est-ce que l'homme comptait sur la science pour le sauver? Est-ce qu'au contraire, elle ne l'a pas condamné? Alors, la science ne... Alors, je vais reprendre le terme condamné dans toute son ambivalence. La science ne condamne pas l'homme au sens où elle ne prononce pas la sentence selon laquelle... l'homme est un être voué à disparaître, même si d'une certaine manière elle le dit, puisqu'on sait en tout cas que notre système solaire ne laissera pas le monde habité survivre, puisqu'on sait que à terme le Soleil explosera. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'homme est condamné à subir le triste sort dont il est en partie responsable. Rousseau disait que l'homme est devenu, avec sa perfectibilité, le tyran de la nature et de lui-même. Est-ce qu'il est condamné à cela? Non, la science ne dit pas cela, au contraire. La science nous montre aussi quelles sont les orientations à prendre. Et là encore, la science est un véritable sport de combat à l'égard de toutes ces réticences à entreprendre une véritable transition écologique, par exemple. Le discours des scientifiques est de plus en plus pressant. Alors, on dit que les scientifiques sont un peu dans la position de la Cassandre de la mythologie, celle qui dit la vérité et que personne n'écoute. Et aujourd'hui, on est dans cette position paradoxale où on sait, mais on ne parvient pas à croire à ce que l'on sait, de sorte qu'on ne fait pas grand-chose. Ou en tout cas, ce que l'on fait est sans commune mesure avec ce qu'on devrait faire. Bon, donc d'un côté, effectivement, la science ne nous condamne pas, mais peut-être que nous nous condamnons en ne l'écoutant pas selon les recommandations qu'elle nous donne à l'appui du savoir qu'elle nous fournit. Mais d'un autre côté, condamner a aussi un autre sens. Condamner, c'est pas condamner à mort, mais c'est condamner à être discrédité. Et effectivement, de ce point de vue-là, la science nous condamne peut-être parce que, à l'aune du savoir qu'elle nous propose, elle mesure aussi notre inconséquence. Elle mesure notre faillibilité morale. Elle nous révèle à quel point nous sommes faibles dans notre capacité à assumer notre propre savoir. Et encore une fois, c'est le paradoxe. On ne parvient pas à croire à ce que l'on sait. Et a priori, il faut toujours préférer le savoir à la croyance. Ça semble une évidence conceptuelle. Et pourtant, un savoir qui ne fait l'objet d'aucune croyance, un savoir dont on n'est pas persuadé de la vertu, un savoir que l'on n'éprouve pas comme une condition de vie ou de survie, c'est un savoir qui ne sert à rien. Donc c'est un savoir qui est en quelque sorte désaffecté. Et tout se passe comme si notre savoir, aussi rigoureux soit-il, ne nous affectait pas. Comme s'il était désaffecté, comme si nous étions désaffectés à son égard. On ne croit pas à ce que l'on sait. Résultat, on ne fait rien. Alors, sport de combat qui est la science. Comment la science peut-elle combattre l'incrédulité dont elle fait l'objet, autant qu'elle peut combattre la crédulité des pseudo-sciences qu'on vient lui opposer comme autant
d'instance de concurrence déloyale. Et là, c'est peut-être le véritable chantier de la science. Et ben forcément, dernière question qui est liée à ça aussi. Quelle place pour la science dans un monde qui évolue de plus en plus vers l'intelligence artificielle ? Je pense que... Alors, le discours des scientifiques n'est pas encore très bien établi à l'égard de cette technique. Il n'empêche que les services de l'intelligence artificielle, en tant qu'instance de calcul, simplement, peut être véritablement déterminant pour l'essor de la science. Ça, je pense que tout le monde peut partager cette vue-là. Maintenant, le problème est peut-être différent. Est-ce qu'une instance de calcul, aussi prodigieuse soit-elle, est véritablement créatrice de sens? On parle d'une intelligence artificielle générative. Deux questions. Est-ce que le mot intelligence est vraiment approprié au mot artificiel? Et deuxième question, générative, oui, mais de quoi? Que génère-t-on? Générer, est-ce que cela veut dire engendrer selon la puissance d'une création inédite? Ou est-ce que cela veut dire engendrer à une autre échelle ce qui existe déjà? Et là, c'est la deuxième option qui s'impose. Il est évident que l'intelligence artificielle générative ne fait que générer d'autres modalités de ce qui existe déjà et qui a été recombiné à la faveur d'un calcul prodigieusement rapide et complexe. Donc, l'intelligence artificielle générative n'est absolument pas créatrice. Et en ce sens, elle ne pourra évidemment jamais remplacer l'intuition, l'imagination créatrice d'un scientifique. Et enfin, relier ainsi intelligence artificielle nous met face à quasiment une contradiction dans les termes. Le propre de l'intelligence, c'est la spontanéité. Le propre de l'artifice, c'est au contraire le mécanisme. Donc comment ce qui relève d'un mécanisme de calcul, si complexe soit-il encore une fois, comment ce qui relève d'un mécanisme de calcul peut-il prétendre à la spontanéité de l'intelligence? Bon, là, je dois dire que la désignation intelligence artificielle me semble être une faute conceptuelle et philosophique dans les termes. Bon, maintenant, que peut faire la science et quelle place pour la science? Je pense encore une fois que la place de la science, elle n'est plus approuvée pour ce qui est de l'essor, de la connaissance du monde dans lequel nous vivons. Mais je crois que philosophiquement, la place de la science, elle reste celle d'un véritable combattant que j'évoquais tout à l'heure. La place de la science, c'est aussi celle d'une autorité qui ne s'appuie que sur la raison pour démystifier les pseudosens, les complotismes, les charlatanismes, etc. Et c'est la question que je posais tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis à mon ami qui ne sort pas de chez lui avant d'avoir lu son horoscope? Qu'est-ce que je dis à ceux qui croient que les reptiliens sont parmi nous? Je disais tout à l'heure qu'il ne sert à rien de lui opposer le discours de la science, puisque le discours de la science est déjà discrédité dans l'imaginaire complotiste de celui qui n'y voit qu'une expression de plus des intérêts dominants, etc. En revanche, on pourrait lui poser la question épistémologique, donc la question qui cherche à pointer la scientificité d'un discours, la question de Popper, face à un complotiste qui a toujours raison. Alors que le scientifique, lui, admet a priori qu'il ne peut pas avoir toujours raison et que précisément la scientificité de son discours se mesure au fait qu'il soumet sa théorie à une réfutation possible. Il faudrait finalement lui poser cette question qui n'est pas formellement et apparemment scientifique, mais qui dans son fond est absolument scientifique. Quel serait le fait qui pourrait infirmer ta théorie? Je pense que c'est la question qu'il faudrait poser à un complotiste, qu'il faudrait poser à un charlatan ou un pseudo-scientifique. Y a-t-il un fait, existe-t-il un fait, ne serait-ce que possible, qui pourrait infirmer ta théorie? Est-ce qu'il pourrait élaborer cette expérience de pensée qui consisterait à concevoir la possibilité d'un fait qui viendrait infirmer sa théorie? Et là, il y a fort à parier que non. Alors, si aucun fait ne pourrait infirmer cette théorie, cela veut dire que cette théorie ne vaut qu'à condition d'être totalement déconnectée du réel. Et à ce moment-là,
peut-être que le complotiste aura, comme on dit bizarrement, la puce à l'oreille. Je ne sais pas quel effet ça peut faire. Mais bon, voilà. Oui, donc je pense que la place de la science, elle est aujourd'hui cruciale, au sens où on dit d'une expérience qu'elle est cruciale. L'expérience cruciale, c'est celle qui va infirmer une théorie et qui va montrer alors que cette théorie est absolument liée au réel, et c'est en cela aussi qu'elle est scientifique. Super, bah écoute, merci beaucoup. Dernière petite question, vraiment plus d'un point de vue méthodologie. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant pour les étudiants en voie AL de s'intéresser aux sciences vraiment à proprement parler en dehors du thème de philosophie ? Alors oui, évidemment, parce que je pense qu'une bonne culture générale, c'est aussi une culture scientifique. Bon, j'imagine pas un étudiant en hypokhâgne ou en khâgne qui ne connaît pas quelques grands théorèmes, qui ne connaît pas le théorème d'Archimède, par exemple. Connaître les grandes théories qui ont bouleversé la pensée, qui ont constitué une véritable révolution intellectuelle au XVIIe siècle, la mécanique newtonienne, bon, ça me semble absolument crucial. Et c'est difficile de raisonner sur l'histoire des idées, et même sur l'histoire des idées philosophiques, sans connaître, alors peut-être pas dans le détail, mais sans connaître au moins les grands principes et les grandes implications de ces théories qui ont bouleversé non pas le monde, mais la pensée humaine, la pensée du monde. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant comme d'habitude. Merci. Et on se retrouve très vite. Bonne journée. Oui, très volontiers, merci.